Je m'appelle Armand. J'ai 35 ans. Moins de 24 heures avant les plus grandes vacances en famille de nos vies, j'ai découvert que les personnes qui partagent mon sang avaient conspiré pour effacer mon fils et moi de l'existence. Pendant que j'étais dans ma chambre, je vérifiais une dernière fois les passeports et m'assurais que mon garçon de 9 ans avait bien emporté ses lunettes de natation préférées. Ma mère m'a appelé et m'a dit les mots les plus cruels que j'ai jamais entendus. Elle m'a dit qu'ils avaient fait un vote familial. Elle m'a dit que mon fils Léon et moi n'étions plus les bienvenus pour le voyage parce que les enfants de mon frère ne voulaient tout simplement pas nous voir. Elle s'attendait à ce que j'avale cette humiliation en silence. Elle s'attendait à ce que j'absorbe le coup, que je m'excuse d'être un inconvénient, et que je les laisse profiter de vacances de luxe à mes frais pendant que je consolais mon enfant dévasté dans notre salon. Mais il y a une chose qu'elle ignorait. Elle ne savait pas que je détenais la clé maîtresse de chaque réservation, de chaque vol et de chaque dollar finançant leur fantaisie tropicale. Et en ce moment, alors que je vous parle, ces mêmes personnes font face à une réalité brutale qu'elles n'ont jamais vu venir. Avant que je ne vous dise exactement ce qui s'est passé. Ensuite, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que la justice doit toujours servir ceux qui protègent leurs enfants. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment où l'illusion de ma famille s'est brisée à jamais. La nuit précédant le vol aurait dû être une fête. Pendant des semaines, mon fils Léon avait compté les jours comme si c'était le matin de Noël. Il avait fait une longue chaîne en papier de construction, l'accrochant directement sur la porte du réfrigérateur. Chaque matin avant l'école, il arrachait un maillon, son visage s'illuminant à mesure que la chaîne raccourcissait. Il s'entraînait à prononcer des mots qu'il trouvait en ligne sur la vie insulaire. Il dessinait des récifs coralliens et des tortues de mer, les collant au mur de sa chambre. Cela peut sembler anodin pour certains, mais il faut comprendre l'année que nous venions de traverser. Mon divorce avait été prononcé plus tôt cette année-là. La bataille pour la garde avait été longue, épuisante et laide. Léon avait passé des mois à s'adapter à une nouvelle normalité, vivant dans une maison plus calme avec juste son père. Le voir réellement excité, voir cette joie pure et non filtrée revenir dans ses yeux, me semblait une immense victoire. Je voulais que ce voyage soit la récompense ultime pour sa résilience. Alors, quand mon téléphone a sonné à 20 heures ce soir-là, j'ai pensé que c'était juste une question de dernière minute. Sur les bagages. Peut-être que ma mère Éléonore avait oublié son adaptateur ou que mon frère Marc avait besoin que je confirme l'heure de la navette de l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de ma mère. Elle semblait complètement calme. Elle semblait lire une liste de courses. Elle m'a dit qu'elle et Marc avaient discuté. Elle a dit que Théo et Mia, les enfants de mon frère, étaient très stressés. Elle a dit qu'ils avaient décidé que la présence de Léon gâcherait l'ambiance des vacances. Elle a même utilisé l'expression « gâcher l'ambiance ». Elle m'a ensuite informé avec désinvolture que Léon et moi ne les rejoindrions pas à l'aéroport le lendemain matin. Je suis resté là, près du lit. Ma valise était ouverte. Les chemises soigneusement pliées et les bouteilles de crème solaire ressemblaient soudainement à des artefacts d'une vie qui n'existait plus. J'ai senti tout le sang affluer de mon visage. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de reconsidérer. Je ne lui ai même pas demandé de répéter. L'audace absolue de sa déclaration a juste résonné dans le silence de ma chambre. J'ai esquissé un sourire froid et dur à une pièce vide et j'ai prononcé 4 mots dans le combiné. Profitez de votre salon. Puis j'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone sur le lit. Une minute s'est écoulée dans un silence total. Puis l'écran s'est allumé. Ma mère rappelait. J'ai ignoré. 3 minutes plus tard,
Un SMS est arrivé de ma belle-sœur Chloé. 5 minutes plus tard, mon frère Marc a commencé à appeler coup sur coup. Quelque part entre mes 4 mots et le 5e appel manqué, la réalisation les avait enfin frappés. Les gens qui pensaient pouvoir enlever chirurgicalement mon fils d'un voyage que j'avais entièrement financé ont soudainement réalisé que je n'allais pas m'asseoir dans un coin et pleurer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient complètement stables. Ce fait me surprend encore quand j'y repense. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade contre mes côtes et mon estomac me semblait rempli de plomb. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à gérer des crises. Je suis le type qui arrange les choses. Et cette nuit-là, mon cerveau est passé à une vitesse que je réserve habituellement aux négociations hostiles. Il est devenu silencieux. Il est devenu incroyablement organisé. Chaque réservation était à mon nom. Chaque email de confirmation se trouvait dans ma boîte de réception. Les villas sur pilotis, les vols en classe affaires. Les forfaits repas haut de gamme, les transferts en bateau privé. Je me suis d'abord connecté au portail de la compagnie aérienne. J'ai affiché la réservation de groupe. J'ai déplacé ma souris sur le bouton d'annulation, mais avant de pouvoir cliquer, une bannière rouge est apparue à l'écran. La réservation était temporairement verrouillée. J'ai froncé les sourcils. J'ai immédiatement composé la ligne de service clientèle élite du groupe hôtelier. Un gérant nommé Richard a répondu. Je lui ai donné mon numéro de confirmation. Richard a raclé sa gorge. Il avait l'air extrêmement mal à l'aise. Il m'a dit qu'un monsieur Marc avait appelé 20 minutes plus tôt. Marc avait prétendu qu'il y avait une urgence familiale et avait tenté de changer les informations de contact principal pour sa propre adresse email, essayant essentiellement de me bloquer l'accès à ma propre réservation. Je me suis reculé dans ma chaise. La pure malice calculée de l'acte m'a envahi. Il ne voulait pas seulement nous désinviter. Il voulait me voler le voyage avant que je ne puisse réagir. Il avait planifié cela. J'ai donné à Richard mon code PIN de sécurité, j'ai vérifié mon identité et je lui ai donné une seule directive claire. Annuler tout ce qui est lié à Marc et à ma mère. Pour comprendre comment ma famille en est arrivée à se sentir complètement en droit de me voler des milliers de dollars, il faut comprendre la dynamique dans laquelle nous avons grandi. Marc était l'enfant chéri. Il était plus âgé, plus bruyant et d'un charme naturel. Quand il jouait au football au lycée, mes parents assistaient à chaque match. Comme si c'était le Super Bowl. Quand j'ai gagné le concours scientifique de l'État, ma mère m'a tapoté l'épaule et m'a dit de faire moins de bruit parce que Marc étudiait. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle est devenue de plus en plus coûteuse à mesure que nous vieillissions. Lorsque notre grand-père est décédé, la lecture du testament après les funérailles a révélé un héritage modeste pour nous deux. J'ai mis le mien directement dans un fonds d'études collégial pour mes futurs enfants et un acompte sur une maison modeste. Marc a pris sa part, a acheté une voiture de sport et a lancé une start-up qui a fait faillite en exactement 8 mois. Lorsque les agents de récupération sont venus chercher sa voiture, mes parents ont vidé leurs économies pour le renflouer. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi ils avaient fait cela, il m'a donné la même excuse fatiguée que j'avais entendue toute ma vie. Marc a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. Toi, Armand, tu te débrouilles bien. Tu n'as pas besoin de nous comme lui. Il confondait l'indépendance avec un manque de sentiment. Parce que je ne créais pas constamment des catastrophes, il supposait que je n'avais pas besoin de soutien. Au fil des ans, j'ai bâti une solide carrière dans l'immobilier. Je travaillais 70 heures par semaine. J'ai gravi les échelons. Lorsque j'ai finalement obtenu une promotion massive en tant que directeur régional
L'augmentation de salaire a été substantielle. J'étais fier. Je pensais que ma famille serait fière aussi. Au lieu de cela, ma nouvelle tranche de revenus m'a simplement transformé du frère cadet invisible en le distributeur automatique familial. Chaque fois que Marc avait un déficit financier, ce qui était souvent, ma mère appelait, elle le présentait comme un prêt temporaire. Elle disait des choses comme « Armand, tu gagnes tellement d'argent maintenant. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour toi. La famille s'entraide. » J'ai toujours payé. J'ai payé le camp d'été des enfants de Marc. J'ai payé les réparations de toit de mes parents. J'ai payé parce que je voulais désespérément acheter la seule chose que je n'avais jamais eue, leur respect sincère et une famille unie pour mon fils. Le voyage aux Maldives est né de cette dynamique toxique exacte. Il y a environ 6 mois, nous étions assis autour de la table de la salle à manger de mes parents. Chloé, la femme de Marc, faisait défiler des comptes de voyage de luxe sur son téléphone. Elle a commencé à soupirer bruyamment, parlant de son stress, de la nécessité pour les enfants d'une expérience culturelle et du fait qu'ils n'avaient jamais fait de vraies vacances. Ma mère a immédiatement sauté sur l'occasion. Elle m'a regardé directement. Elle a dit, « Armand, tu as ce grand compte de récompense de voyage grâce à tous tes voyages d'affaires immobiliers, n'est-ce pas? Pourquoi ne partons-nous pas tous aux Maldives? Ce serait tellement bien pour Léon de créer des liens avec ses cousins. » J'ai hésité. Un voyage comme ça pour 6 personnes était astronomique. Mais Chloé a commencé à pleurer, parlant de la difficulté du travail de Marc et de son besoin de repos. Ma mère s'est penchée sur la table et a fait une promesse. Elle a dit, « Tu avances juste les frais. Pour sécuriser la réservation, Armand. Marc a une grosse commission qui arrive le trimestre prochain. Nous te rembourserons tous nos parts bien avant que l'avion ne décolle. Ce n'est qu'une question de logistique. » Comme un idiot absolu. Je les ai crus. Je voulais que Léon ait ce grand souvenir de famille. Je voulais le voir jouer dans l'eau cristalline avec ses cousins. Alors, j'ai sorti ma carte de crédit. J'ai réservé les vols. J'ai sécurisé les villas. J'ai payé les surclassements premium parce que Chloé avait mentionné qu'elle avait facilement le mal de mer et avait besoin d'un emplacement de chambre spécifique. J'ai avancé le coût total et presque immédiatement les changements subtils ont commencé. Avec le recul, les drapeaux rouges étaient partout. J'ai juste choisi de les ignorer parce qu'affronter la vérité était trop douloureux. Environ 2 mois avant la date de départ, le chat de groupe familial est devenu étrangement silencieux. Je proposais des idées d'excursion comme la plongée avec tuba ou une croisière avec les dauphins, et personne ne répondait pendant des jours. Puis j'allais chez mes parents pour récupérer Léon après une visite dominicale, et ils arrêtaient tous brusquement de parler dès que j'entrais dans la cuisine. J'ai aussi remarqué des changements chez Léon. C'est un enfant perspicace. Pendant le dîner de Thanksgiving, j'ai vu Théo, mon neveu, pousser Léon loin de la console de jeu. Quand Léon s'est plaint, ma mère a immédiatement réprimandé Léon pour être trop sensible et lui a dit qu'il devait apprendre à partager. Léon a passé le reste de la soirée assis tranquillement dans l'escalier, seul. J'ai confronté Marc à ce sujet dans l'allée plus tard ce soir-là. Je lui ai dit qu'il devait parler à son fils de respect. Marc a juste ri, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Ce sont des garçons, Armand. Arrête d'essayer de tout micro-gérer. » Une semaine avant le voyage, j'ai abordé la question du remboursement. J'ai envoyé un SMS poli au groupe, joignant le tableau final des coûts et leur demandant de virer leur part comme convenu. La réponse a été immédiate et hostile. Chloé a répondu par SMS qu'ils avaient des dépenses imprévues avec l'école privée des enfants et a demandé un délai de grâce. Ma mère m'a appelé, sa voix dégoulinante.
de déception, me demandant comment je pouvais être si mesquin à propos d'eux. L'argent juste avant une expérience de rapprochement familial. Nous sommes une famille, Armand, avait-elle dit. Nous ne nous envoyons pas de facture. C'est à ce moment-là que j'aurais dû annuler le voyage, mais j'ai regardé la chaîne en papier de Léon sur le frigo. Il ne restait que 7 maillons. J'ai ravalé ma fierté. Je me suis dit que je gérerais la perte financière après notre retour. Je voulais juste que mon fils ait ses vacances. Je n'ai pas réalisé qu'ils avaient déjà décidé de prendre les vacances et de nous laisser derrière. Retournons à la nuit précédant le vol. Je suis au téléphone avec Richard, le responsable du service clientèle, qui vient de m'informer que mon frère a tenté de pirater ma réservation. Ma voix était d'un calme mortel lorsque j'ai parlé à Richard. Monsieur Marc n'a aucune autorité financière sur cette réservation. Ai-je dit. Je suis le seul titulaire de la carte. Je souhaite que la réservation de groupe soit résiliée immédiatement. Appliquer les pénalités d'annulation maximale au total. Rembourser tout solde éligible restant directement à mon mode de paiement original. Ne délivrez pas de bon de voyage. Je veux le remboursement en espèces. Richard a traité la demande rapidement. Le bruit de son clavier cliquetant sur la ligne téléphonique était le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des mois. Les sièges en classe. Affaires envolées. Les villas sur pilotis envolées. Les expériences culinaires privées que Chloé avait spécifiquement demandées envolées. Mais je n'avais pas fini. J'ai regardé la porte de la chambre de Léon. Il dormait profondément. Complètement inconscient que sa grand-mère venait de le déclarer comme un fardeau. Je n'allais pas les laisser lui enlever l'océan. Richard, ai-je dit, avec le crédit restant de ma part du voyage, je veux faire une nouvelle réservation. Seulement 2 passagers, moi et mon fils. Trouvez-moi la meilleure villa privée que vous ayez de disponible sur un autre atoll. Complètement séparé de l'hôtel d'origine. Nouveau numéro de confirmation. Nouveau plan de vol ont pris 20 minutes. Quand j'ai finalement raccroché, j'avais sécurisé un voyage spectaculaire et isolé pour Léon et moi seulement. Partant 3 jours plus tard, j'ai rangé mon ordinateur portable, suis entré dans la chambre de Léon, et j'ai doucement remonté la couverture jusqu'à son menton. J'ai fait un vœu silencieux, là, dans l'obscurité. Je ne les laisserai plus jamais faire en sorte qu'ils se sentent petits. Au lever du soleil, les retombées numériques étaient apocalyptiques. Je me suis réveillé, je me suis versé une tasse de café noir et j'ai enfin regardé mon téléphone. Le chat de groupe familial était une zone de guerre. Marc était allé à l'aéroport avec sa famille. Entièrement inconscient que ses cartes d'embarquement étaient des déchets numériques inutiles. La prise de conscience a dû les frapper au comptoir d'enregistrement. Marc avait envoyé 34 SMS. Ils ont commencé par la confusion, ont dégénéré en panique et ont abouti à une rage pure et non adultérée. Armand, qu'est-ce que tu fous? Le comptoir dit que nos billets sont annulés. Réponds au téléphone tout de suite. Chloé pleure. Les enfants paniquent. Espèce d'ordure vindicative. Tu nous as abandonnés à l'aéroport. Ma mère avait laissé 6 messages vocaux. Son ton avait complètement changé, passant de la femme calme et dédaigneuse de la veille à une victime hystérique et en pleurs. Elle a exigé que je règle ça. Elle a dit que les enfants étaient traumatisés. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai appelé mon meilleur ami de l'université, Julien. Julien est un avocat d'affaires. Il gère les prises de contrôle hostile, les litiges contractuels et les gens qui mentent pour vivre. Il est impitoyable, brillant et farouchement loyal. Quand il a eu une grave frayeur médicale il y a 5 ans, c'est moi qui suis resté dans la salle d'attente et géré le bail de son appartement. Nous étions frères d'une manière que Marc et moi n'avons jamais été.
Julien est arrivé chez moi en 40 minutes, vêtu d'un jogging et portant une boîte de donuts. Je lui ai tendu mon téléphone et je lui ai fait un résumé de 5 minutes des 12 dernières heures. Julien n'a pas montré la moindre émotion. Il n'a pas offert de sympathie vide. Il s'est juste assis à mon îlot de cuisine, a craqué ses doigts et s'est mis au travail. Ne répond à rien, a instruit Julien, ses yeux balayant le chat de groupe chaotique. Laisse-les creuser leur propre tombe. Les gens en colère et arrogants mettent toujours leur pire faute par écrit. Nous allons documenter chaque syllabe. Pendant l'heure suivante, Julien a transformé ma salle à manger en laboratoire médico-légal. Il a exporté tout l'historique du chat. Il a enregistré les captures d'écran de ma mère et de Chloé promettant de me rembourser. Il a récupéré les relevés de cartes de crédit, les reçus originaux et les confirmations d'annulation. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS privé de ma cousine Sophie. Sophie avait toujours été la plus discrète de la famille. Elle et moi partagions souvent nos plaintes concernant nos parents autoritaires lors des dîners de Thanksgiving. Je pensais qu'elle était en sécurité. Je pensais qu'elle était une alliée. Son SMS disait « Armand, je suis tellement désolé pour ce qui se passe. Le chat de groupe est fou. Ça va? Léon va bien? » Dans un moment de vulnérabilité, l'armure que j'avais portée toute la matinée a glissé. Je lui ai répondu par SMS. Je vais bien, mais Léon va être anéanti. Il attendait ça depuis des mois. Je ne sais pas comment je vais lui expliquer que sa propre grand-mère a fait ça. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Contre l'avis de Julien, j'ai répondu en haut-parleur. Ma mère ne semblait plus hystérique. Elle semblait victorieuse. Sophie vient de me montrer ton SMS. Ma mère a ricané, jouant la victime comme toujours. Si Léon est anéanti, c'est de ta faute de l'avoir élevé si sensiblé. Nécessiteux. Peut-être que si tu étais un meilleur père, les enfants de Marc voudraient réellement être avec lui. Tu as cherché ça, Armand. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone. La trahison a été incroyablement profonde. Sophie, la cousine en qui j'avais confiance, avait immédiatement couru vers ma mère pour partager ma douleur privée, probablement pour marquer des points auprès de la matriarche familiale. Elles étaient toutes de mèche. Toute la structure familiale était un écosystème toxique conçu pour se nourrir de moi et protéger Marc. Julien m'a regardé par-dessus l'îlot de cuisine. Il a fermé lentement son ordinateur portable. Eh bien, a dit Julien, sa voix froide comme la glace. C'est la fin du délai de grâce. Ils veulent une guerre pour l'argent. Nous allons leur donner une leçon magistrale en matière de responsabilité. L'œil d'un ouragan est trompeur. C'est une brève période d'immobilité absolue. Un moment où le ciel s'éclaircit et où l'on pourrait se laisser berner en pensant que le danger est passé. Mais la réalité est que les vents les plus destructeurs attendent juste de l'autre côté de ce calme. Pendant les 48 heures suivantes, ma vie est entrée dans ce calme trompeur. J'ai fait rédiger par Julien un courriel formel et juridiquement solide à ma mère, Marc et Chloé. Nous n'avons pas utilisé de langage émotionnel. Nous n'avons pas mentionné la cruauté envers Léon. La loi ne se soucie pas de votre cœur brisé. La loi se soucie des contrats et des dommages financiers. Le courriel indiquait simplement que, puisqu'ils avaient décidé unilatéralement d'exclure le principal financier du voyage, le contrat verbal des vacances était rompu. J'ai formellement exigé le remboursement des frais d'annulation non remboursables et des acomptes qu'ils avaient explicitement promis de couvrir par écrit 6 mois auparavant. J'ai joint les captures d'écran de leurs promesses. Je leur ai donné 14 jours pour virer les fonds où j'engagerai des poursuites judiciaires. J'ai cliqué sur envoyer.
Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Leur réaction fut exactement celle que Julien avait prédite. Ils ont paniqué, puis ils ont essayé de contrôler le récit. Ce soir-là, j'étais assis sur le canapé pendant que Léon était dans sa chambre en train de faire ses valises pour notre voyage secret. Réservé. Julien m'a envoyé un lien vers la page Instagram de Chloé. J'ai cliqué dessus. C'était une vidéo de Chloé assise dans sa cuisine impeccable et chère, la cuisine pour laquelle je les avais aidés à obtenir le prêt hypothécaire. Elle était parfaitement maquillée pour ressembler à quelqu'un qui avait pleuré. J'ai le cœur brisé, a dit Chloé à la caméra, en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Nous devions partir aujourd'hui pour un voyage en famille unique. Les enfants étaient tellement excités, mais parfois les membres de la famille souffrent de graves problèmes de santé mentale et agissent de manière malveillante et vindicative. Mon beau-frère a inexplicablement annulé tout notre voyage par pure méchanceté, nous laissant bloqués à l'aéroport. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières alors que nous naviguons dans son comportement toxique. Elle a complètement omis le fait que j'avais tout payé. Elle a complètement omis le fait qu'ils avaient chassé mon fils du voyage la veille. Elle a militarisé le langage thérapeutique pour me dépeindre comme un vilain instable simplement parce que j'avais refusé d'être leur paillasson. Mon sang bouillait. Mon instinct était de me précipiter dans sa section de commentaires, de poster les reçus et de déchirer son fragile faux-semblant. Je voulais les exposer à leurs amis du club de golf, à leurs voisins, à toute l'association de propriétaires. Julien m'a appelé au moment où mes doigts planaient au-dessus du clavier. N'y touche pas, a ordonné Julien. Ne commente pas. Ne te défends pas, télécharge la vidéo et envoie-moi le fichier. Elle est en train d'établir un dossier public de diffamation. Elle construit notre dossier pour nous. Laisse-la passer pour une martyre. Cela rendra l'effondrement de son ego d'autant plus doux devant un tribunal. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fermé l'application. J'ai téléchargé la vidéo et l'ai envoyée à Julien. J'ai dû réprimer l'envie de riposter dans la boue. Je devais me concentrer sur le long terme. Plus tard ce soir-là, je suis entré dans la chambre de Léon. Il était assis par terre en train d'organiser ses figurines. La chaîne en papier sur le frigo était toujours là, un rappel douloureux du voyage qui aurait dû avoir lieu. Je me suis assis à côté de lui sur le tapis. Salut. Mon grand, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient grands et innocents. On va à l'aéroport demain, papa? Oncle Marc et grand-mère ne sont jamais venus coordonner les bagages. Ce fut la conversation la plus difficile de ma vie. Je ne voulais pas accabler mon fils de 9 ans avec la laide réalité de la trahison adulte, mais je refusais aussi de lui mentir. Je refusais de le laisser penser que c'était en quelque sorte une dynamique familiale normale. Léon, ai-je dit, en posant ma main sur son épaule. Il y a eu un changement de plan. Grand-mère, oncle Marc et les cousins ne partent pas en voyage. Léon a froncé les sourcils. Pourquoi pas? Ils sont malades? Non, ai-je dit. Avec précaution. Parfois, les adultes font des choix égoïstes. Parfois, les gens qui sont censés se soucier de toi agissent d'une manière qui n'est ni gentille ni juste. Et quand les gens ne nous traitent pas avec respect, nous ne les poursuivons pas. Nous ne les supplions pas d'être gentils avec nous. Nous faisons nos valises et nous partons. Léon a regardé ses mains pendant un long moment. Puis il m'a regardé. J'ai fait quelque chose de mal, papa? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir avec nous? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Le fait que son instinct immédiat soit de se blâmer m'a montré exactement à quel point ma famille avait déjà endommagé son estime de soi. Je l'ai serré très fort dans mes bras. Écoute-moi, Léon.
Tu es parfait. Tu n'as rien fait de mal. Il passe à côté du meilleur compagnon de voyage du monde. Mais voici la bonne nouvelle. Toi et moi, nous partons toujours. Nous allons sur une île différente. Juste nous. Nous allons manger de la glace au petit déjeuner. Nager avec les tortues et nous n'allons pas nous soucier d'eux. L'emploi du temps de qui que ce soit d'autre. Ses yeux se sont écarquillés. L'ombre quittant son visage. Juste nous. Vraiment? Juste nous? J'ai promis. Le lendemain matin, le délai de 14 jours a expiré sans aucun paiement. Marc a envoyé un email moqueur déclarant que les traîner en justice pour un malentendu familial ferait de moi la risée de l'État. Il a affirmé que n'importe quel juge classerait l'affaire. J'ai transféré l'email à Julien. Je n'ai pas inclus un long message. J'ai juste tapé une phrase. Déposer la plainte. La tempête était sur le point de s'abattre, et j'étais enfin prêt à incendier toute la maison. Le matin de l'audience est arrivé avec un froid glacial et mordant qui semblait s'infiltrer directement à travers les murs de ma maison. Je me suis réveillé des heures avant que mon réveil ne sonne. Je suis resté là dans l'obscurité, fixant le plafond, écoutant le silence absolu de la maison. Léon était chez un ami de confiance de son école pour le week-end. Je m'étais assuré qu'il soit complètement isolé de la guerre juridique que son père était sur le point de mener. Il pensait que je gérais juste des papiers immobiliers ennuyeux au bureau. Je voulais garder son monde aussi simple et sûr que possible. J'ai finalement roulé hors du lit et suis allé dans la cuisine pour me faire une cafetière de café noir. Je me suis tenu pieds nus sur le froid parquet, serrant la tasse chaude, et je me suis retrouvé à fixer l'espace vide sur la porte du réfrigérateur. C'était exactement là que la chaîne du compte à rebours en papier de Léon était accrochée. Je me suis souvenu de la joie pure sur son visage chaque matin alors qu'il arrachait un autre maillon. Je me suis souvenu de la façon dont il avait méticuleusement dessiné ces petites tortues de mer et ces récifs coralliens. Et puis je me suis souvenu de la voix froide et clinique de ma mère me disant que mon fils était un inconvénient qui gâcherait leur ambiance. J'ai laissé la colère monter dans ma poitrine. Je ne l'ai pas repoussé. Je l'ai laissé me centrer. Je l'ai laissé durcir ma colonne vertébrale en acier. Aujourd'hui, je n'étais pas le frère cadet complaisant. Aujourd'hui, j'étais un père protégeant son enfant. Quand Julien est arrivé dans mon allée dans sa berline élégante et sombre, il ne ressemblait en rien au type avec qui je buvais de la bière bon marché à l'université. Il ressemblait à un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire portant un costume anthracite sur mesure. Il avait une épaisse mallette en cuir sur le siège passager, remplie à ras-bord des autopsies financières de la tromperie de ma famille. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet vers le palais de justice du centre-ville. Il n'y avait pas besoin d'un discours de motivation. Il n'y avait pas besoin de revoir le plan de jeu. La plainte était officiellement déposée. Les lignes étaient tracées à l'encre indélébile. Nous allions devant un tribunal civil pour contester ce que ma mère insistait continuellement auprès de nos proches. N'était qu'un petit malentendu familial. Quand nous avons franchi les lourdes portes tournantes en verre du palais de justice, l'air à l'intérieur était épais et sentait la cire de sol et le vieux papier. Je les ai vus presque immédiatement. Ils étaient rassemblés près du poste de contrôle de sécurité, occupant autant d'espace physique que possible, agissant comme s'ils possédaient le bâtiment. Marc portait un costume bleu marine qui semblait au moins une taille trop petite, s'appuyant nonchalamment contre un immense pilier de marbre, les bras croisés sur la poitrine. Il avait cette expression d'ennui suprême sur le visage. Chloé se tenait à côté de lui, vêtue d'un trench coat de créateur beige surdimensionné, regardant autour d'elle nerveusement comme si elle s'attendait à ce qu'une équipe de paparazzi surgisse de derrière les détecteurs de métaux. Ma mère, Éléonore,
tenaient la cour au centre exact de leur petit groupe. Elle serrait son sac à main coûteux comme un bouclier, vêtu de sa plus belle tenue du dimanche, sa posture parfaitement rigide. Mon père, Raymond, se tenait légèrement derrière eux tous, regardant ses chaussures polies. Il jouait son rôle pathétique de complice silencieux depuis toujours. Ils m'ont vu approcher. Je m'attendais à ce qu'ils aient l'air au moins un peu coupables. Je m'attendais à voir une lueur de honte ou d'appréhension dans leurs yeux. Mais c'est le piège ultime de la complaisance pour les gens qui ont passé toute leur vie à manipuler les autres. Ils croyaient honnêtement qu'ils étaient entièrement intouchables. Ils croyaient que, parce que je partageais leur sang, je finirais par céder. Marc a souri. Il m'a vraiment souri. Il s'est écarté du pilier de marbre, a fait 2 pas agressifs vers moi et a ajusté sa cravate avec un soupir théâtral. Armand, a dit Marc, sa voix résonnant légèrement dans le vaste holo plafond haut. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que tu ailles réellement jusqu'au bout de cette cascade ridicule. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Tu fais perdre du temps au tribunal. Tu sais que maman a eu de graves palpitations cardiaques toute la semaine à cause de ta petite crise de colère, n'est-ce pas? J'ai regardé juste devant son visage. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Julien s'est glissé en douceur entre nous, le visage complètement inexpressif, sa posture impeccable. Monsieur Prescott, a dit Julien à mon frère, son ton dégoulinant d'un zéro absolu professionnel. Toute communication concernant ce procès en cours doit être adressée uniquement à moi. En tant que conseiller juridique de votre frère, et je vous suggère fortement de garder votre souffle et vos drames amateurs pour le juge. Ma mère s'est immédiatement frayé un chemin jusqu'au devant du groupe. Elle a tendu la main, tentant de saisir mon avant-bras de cette manière classique et autoritaire qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait me forcer physiquement à la soumission. J'ai reculé rapidement, laissant sa main manucurée saisir l'air vide. Armand, s'il te plaît, a dit ma mère, sa voix tremblante soudainement. D'une peine magnifiquement fabriquée. C'est une folie absolue. Nous sommes ta famille. Tu traînes ton propre sang, ton propre frère, ta propre mère, devant un tribunal public pour de l'argent, pour des vacances annulées. Pense au fond d'études que tu as créées. Pense à l'héritage que ton grand-père t'a laissé. Nous t'avons toujours soutenu à travers tout. Nous pouvons sortir tout de suite. Prendre un café dans la rue et régler tout ça comme des adultes. Ne te déshonore pas là-dedans. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle tendait un piège. Elle voulait déclencher ma culpabilité profondément enracinée. Elle voulait que je me souvienne des dîners de Thanksgiving, des anniversaires d'enfance, de l'illusion fragile de notre lien familial. Elle voulait utiliser mon désir d'une famille normale contre moi pour me faire abandonner l'affaire juste avant la ligne d'arrivée. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne ressentant absolument rien d'autre qu'une froide clarté. Vous ne vouliez pas prendre un café quand vous avez décidé que mon fils n'était pas assez bien pour s'asseoir dans le même avion que les enfants de Marc, ai-je dit. Ma voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle a tranché le bruit ambiant du hall comme une lame de rasoir. Nous n'avons absolument rien à discuter, Éléonore. Nous vous verrons à l'intérieur. J'ai utilisé son prénom intentionnellement. Je l'ai vu tressaillir comme si je l'avais frappé physiquement, je me suis retourné et je suis passé devant eux en direction des salles d'audience, sentant la chaleur intense de leur regard brûler mon dos. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était étouffante et formelle. Nous avons pris place à la table du plaignant. Marc, Chloé et mes parents sont entrés et se sont assis à la table de la défense. Ils n'avaient pas engagé d'avocat. Ce fut leur deuxième erreur massive et arrogante. Marc croyait sincèrement que son charme naturellement agressif et les larmes feintes de ma mère seraient plus que suffisants pour influencer un juge civil. Il pensait
Que les règles du marché immobilier, du monde des affaires et du système judiciaire ne s'appliquaient tout simplement pas à eux. Le juge Dubois est entré dans la pièce depuis son bureau. C'était un homme sévère et imposant d'une cinquantaine d'années, réputé pour sa tolérance zéro envers les arguments frivoles ou les numéros de cour. Il s'est assis lourdement, a frappé son marteau en bois, a enregistré le numéro de l'affaire et a regardé par-dessus ses lunettes les deux tables. Très bien, commençons, a dit le juge Dubois, sa voix un baryton grave et résonnant. Monsieur Prescott, vous poursuivez les membres de votre famille pour rupture de contrat verbal et dommages financiers importants liés à un voyage international annulé. Le montant financier en question est substantiel. Écoutons votre résumé introductif. Julien s'est levé. C'était brillant de le voir dans son élément naturel. Il ne semblait pas en colère. Il semblait entièrement factuel et d'une précision dévastatrice. Il a exposé la chronologie des événements. Il a expliqué comment on m'avait explicitement demandé d'avancer le coût exorbitant du voyage sur la base de promesses écrites de remboursement intégral de la part des défendeurs. Il a détaillé exactement comment j'avais payé les vols en classe affaires, les hébergements de luxe et les transferts privés. Il a ensuite expliqué comment, moins de 24 heures avant le départ, les défendeurs m'avaient informé que mon fils et moi étions exclus du voyage, ce qui m'avait poussé à annuler immédiatement la réservation pour atténuer mon exposition financière extrême. Julien a formellement soumis les relevés bancaires, les reçus de cartes de crédit et les messages du chat de groupe au dossier de preuve du tribunal. Le juge Dubois a examiné les documents attentivement, feuilletant les pages. Il a hoché la tête lentement, puis a tourné son attention acérée vers la table de ma famille. Monsieur Prescott, le juge s'est adressé directement à Marc. Votre frère a fourni des documents clairs concernant les dépenses et des SMS, montrant une intention claire de votre part de le rembourser. Quelle est exactement votre défense face à ces allégations? Marc s'est levé avec confiance. Il a boutonné sa veste de costume trop serrée, bombant le torse. Il a regardé autour de la salle d'audience comme s'il était sur le point de présenter un argument de vente gagnant à une salle pleine d'investisseurs crédules. Votre honneur, a commencé Marc, sa voix dégoulinante de fausse confiance et de chaleur forcée. Mon frère a toujours été un homme très généreux. Il gagne un salaire énorme. Il vient d'obtenir une énorme promotion à son poste en entreprise. Il s'est porté volontaire pour payer ce voyage parce qu'il sait que ma femme et moi avons eu de grandes difficultés avec les frais de scolarité privés de nos enfants. Oui, nous avons discuté de le rembourser initialement. Mais quelques semaines plus tard, Armand nous a dit de ne pas nous en soucier. Il nous a explicitement dit que le voyage était un cadeau, un généreux cadeau familial. Il ne nous poursuit en justice que maintenant parce que nous avons eu un léger désaccord sur la logistique du voyage et il agit par pure méchanceté à cause de ses propres problèmes personnels. Le juge Dubois a levé un sourcil gris épais. Un léger désaccord sur la logistique du voyage. Il prétend que vous l'avez complètement désinvité, lui et son fils de 9 ans, la veille d'un vol international. C'était juste un simple malentendu, a soudainement lâché Chloé depuis son siège, ignorant complètement le protocole judiciaire de base. Les enfants se battaient juste. Nous avons juste suggéré à Armand et Léon de prendre un vol différent pour donner de l'espace à tout le monde. Nous ne leur avons jamais dit qu'ils ne pouvaient pas venir à l'hôtel. C'était un mensonge flagrant, dégoûtant et coordonné. Ils étaient littéralement en train de réécrire l'histoire sous serment devant un tribunal. Ma mère s'est alors levée. Elle avait l'air si fragile. Elle ressemblait à une matriarche au cœur brisé et épuisée qui avait été victime de son cruel fils cadet. Votre honneur, a-t-elle dit, sa voix tremblant parfaitement. J'aime mes 2 fils tendrement. Mais Armand a toujours été profondément jaloux de Marc. Armand a traversé un
Divorce très amer récemment et une terrible bataille épuisante pour la garde. Cela l'a rendu très en colère et amer contre le monde. Il a annulé ce voyage. Uniquement pour punir les enfants innocents de Marc. Et quant à l'argent, j'ai une preuve physique qu'Armand nous a dit que c'était un cadeau. Ma tête a claqué. J'ai regardé Julien, mais il n'a pas bougé un seul muscle. Ma mère a fouillé dans son sac de Marc et a sorti une seule feuille de papier imprimée. Elle l'a tendue au huissier, qui l'a portée jusqu'au banc du juge. Le juge a ajusté ses lunettes et l'a regardé. Cela semble être un email, a dit le juge Dubois. Daté d'il y a 3 mois, d'Armand Prescott à Éléonore Prescott. Il dit, et je cite, « Maman, dis à Marc de ne pas s'inquiéter pour l'argent des Maldives. Je couvre le tout avec ma prime. Considérez cela comme mon cadeau à la famille. » Le juge m'a regardé, ses yeux devenant incroyablement froids. « Monsieur Prescott, avez-vous écrit et envoyé cet email ?» J'ai fixé le morceau de papier dans la main du juge. J'ai senti une sueur froide et moite me monter dans la nuque. Je n'avais jamais écrit ces mots. Je n'avais jamais envoyé cet email de toute ma vie. Ils avaient complètement fabriqué un document et l'avaient soumis à un tribunal comme preuve. Marc me souriait de l'autre côté de la pièce. Chloé essuyait une fausse larme dramatique. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir piégé avec succès dans leur toile de mensonges tordus en utilisant un document falsifié pour me voler légalement des milliers de dollars. Tout en me dépeignant comme un menteur vindicatif et instable. Le silence dans la salle d'audience était absolu et lourd. Ils avaient joué leur grande carte. Maîtresse. Ils se noyaient dans la certitude absolue de leur propre complaisance, complètement inconscients de ce qui allait se passer ensuite. Je me suis penché vers Julien et j'ai chuchoté frénétiquement. Je n'ai jamais envoyé ça, Julien. C'est un faux complet. Je te le jure. Julien n'a même pas cligné des yeux. Il n'a pas semblé surpris, paniqué ou pris au dépourvu. Il m'a juste fait un hochement de tête microscopique et rassurant, s'est lentement levé de sa chaise et a boutonné nonchalamment sa veste de costume. Il s'est approché du pupitre central de la pièce. Il ne ressemblait pas à un homme dont le dossier venait d'être déraillé. Il ressemblait exactement à un loup qui venait de coincer sa proie et qui prenait son temps avant le coup final. « Votre honneur » a dit Julien, sa voix incroyablement calme, douce et méthodique. « Puis-je examiner le document que la défense vient de soumettre à la cour ?» Le juge Dubois a tendu le papier à l'huissier qu'il a apporté à Julien. Julien l'a tenu à la lumière fluorescente pendant une brève seconde, a jeté un coup d'œil à ma mère et a souri. C'était un sourire terrifiant et glaçant. Madame Prescott. Julien s'est adressé directement à ma mère, la fixant du regard. Vous affirmez sous serment aujourd'hui qu'Armand vous a envoyé cet email il y a exactement 3 mois, renonçant explicitement à son droit légal au remboursement financier. Est-ce exact? Oui, ça l'est, a dit ma mère clairement, le menton haut. Il l'a envoyé de son email professionnel directement à mon compte personnel à la maison. Compris, a dit Julien simplement. Il lui a tourné le dos et a fait face au juge. Votre honneur, comme vous le savez, à l'ère numérique moderne, un morceau de papier imprimé est aussi juridiquement contraignant qu'un croquis sur une serviette de cocktail, à moins que l'empreinte numérique sous-jacente ne corresponde à la déclaration. Anticipant que la défense pourrait tenter de recaractériser de manière créative cette transaction financière. J'ai pris la liberté de subpénaire légalement les journaux de serveur complet du service informatique de Monsieur Prescott pour la date exacte et l'horodatage figurant sur cette impression. Le sourire arrogant de Marc a disparu instantanément. Ma mère s'est visiblement raidie sur sa chaise en bois, ses mains agrippant la table. Julien a tiré en douceur un dossier épais, solidement relié de sa mallette en cuir et l'a remis à l'huissier.
Dans ce dossier, votre honneur, se trouve le rapport de trafic de serveurs certifiés et juridiquement contraignant de l'employeur de mon client. Vous remarquerez qu'à la date exacte et aux minutes précises estampillées sur l'impression de Madame Prescott, l'email professionnel d'Armand Prescott était en effet actif. Cependant, il n'envoyait absolument pas de mail à sa mère. Il transmettait de manière sécurisée un portefeuille immobilier commercial hautement sensible de 50 pages à un client international à Tokyo. En fait, si vous examinez l'intégralité du journal quotidien, il n'y a absolument aucune trace de mail sortant vers l'adresse email de Madame Prescott ce jour calendaire. Le juge Dubois a rapidement feuilleté le rapport informatique certifié, ses yeux parcourant les lignes de données. L'air dans la pièce s'échappait rapidement. La température semblait chuter de 10 degrés. De plus, a continué Julien, élevant la voix pour qu'elle résonne puissamment sur les murs lambrissés de la salle d'audience. Un examen expert plus approfondi du document imprimé lui-même révèle de graves incohérences de formatage amateur. La police d'entête ne correspond pas à la police d'entreprise par défaut obligatoire utilisée par le cabinet de mon client. Le formatage de l'horodatage est entièrement incorrect pour le système de serveurs qu'ils utilisent. Il semble, votre honneur, que cet email ait été créé à partir de zéro à l'aide d'un traitement de texte domestique de base, imprimé sur une imprimante à jet d'encre standard, et présenté à cette cour comme une preuve authentique. Cela, votre honneur, est la définition même de la fabrication de preuves et du parjure. Le visage de ma mère est devenu de la couleur maladive de la cendre humide. Chloé a haleté bruyamment dans la pièce, silencieuse, et a couvert sa bouche de ses deux mains. Marc semblait vouloir s'enfoncer sous les planches. Mais nous n'avons pas fini, a dit Julien, tournant le dos au juge et faisant face directement à ma famille, ses yeux flamboyants d'une fureur contenue. La défense affirme avec véhémence qu'il ne s'agissait que d'un voyage familial affectueux gâché par la jalousie infondée de mon client. Ils affirment sous serment n'avoir jamais désinvité Armand et son jeune fils. Ils affirment que ce n'était qu'un léger désaccord sur les arrangements de vol. Julien est retourné à sa mallette et en a sorti une petite clé USB argentée. Il l'a remise au greffier du tribunal. Votre honneur, nous souhaitons soumettre formellement la pièce D comme preuve. Il s'agit d'un enregistrement audio authentique et d'une transcription certifiée correspondante d'un message vocal laissé sur le téléphone portable personnel d'une parente, Sophie, qui l'a ensuite transmis. Ce message vocal a été laissé par le défendeur Marc Prescott en fin d'après-midi la veille du vol international prévu. Le greffier du tribunal a branché la clé dans le système audiovisuel du tribunal. Objection, a hurlé Marc, sautant soudainement de sa chaise, le visage violemment rouge de pure panique. C'était une conversation familiale privée et confidentielle. Il ne peut pas jouer ça ici. C'est hors contexte. Rejeté. Le juge Dubois a aboyé fort, sa patience s'étant complètement évaporée. Vous avez explicitement ouvert la porte à la dynamique de votre famille et à vos intentions spécifiques concernant ce voyage, monsieur Prescott. Asseyez-vous et restez silencieux. Marc s'est lentement enfoncé dans sa chaise, l'air complètement vaincu. Le greffier du tribunal a appuyé sur lecture sur l'ordinateur. L'audio a rempli la pièce. C'était d'une clarté cristalline. C'était la voix de Marc, incroyablement agitée, arrogante et vicieuse. Salut. Sophie, c'est Marc. Écoute, maman j'ai rarement au téléphone en ce moment. On le vire complètement, lui et Léon. Théo et Mia font une crise énorme à cause de la venue de Léon. Et honnêtement, le gamin est juste un fardeau déprimant depuis le divorce. Il gâche l'ambiance. Chloé veut la villa sur pilotis pour nous de toutes façons pour qu'elle puisse se détendre. Laisse maman s'occuper d'Armand. Il sera en colère pendant un jour ou deux, mais il cède toujours à la fin.
Il est faible. Dis à maman de s'assurer qu'il n'annule pas la carte de crédit. Enregistrez avant que nous ne nous enregistrions demain matin. Nous lui dirons simplement que nous le rembourserons éventuellement et nous le laisserons payer le coût. Rappelle-moi plus tard. L'enregistrement s'est arrêté avec un clic sec. Le silence qui a suivi dans la salle d'audience était lourd, brutal et complètement dévastateur. C'était le son de la ruine absolue. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée ma famille. La façade méticuleusement élaborée était entièrement détruite. Plus de manipulation. Plus de fausses larmes. Manipulatrices. Leur cruauté calculée absolue, leur complot prémédité pour utiliser mon argent afin de financer leur luxe et de jeter mon fils comme une ordure, venait d'être diffusé au dossier public devant un tribunal. Mon père fixait intensément le sol, le visage profondément enfoui dans ses mains. Incapable de regarder qui que ce soit. Chloé avait l'air physiquement malade, le visage pâle et tiré. Marc fixait droit devant le banc du juge, respirant bruyamment, piégé dans la réalité inéluctable de ses propres mots enregistrés. Ma mère a désespérément essayé de parler, sa voix faible et tremblante. Votre honneur, s'il vous plaît, vous devez comprendre. C'était complètement hors de contexte. Le juge Dubois a saisi son marteau et l'a frappé si fort que cela a résonné comme un coup de feu dans la pièce. Madame Prescott, je vous suggère fortement de rester absolument silencieuse pour votre propre protection légale. A ordonné le juge, sa voix vibrant d'un dégoût absolu et non masqué. J'ai siégé sur ce banc pendant 22 ans. J'ai présidé des fraudes d'entreprise incroyablement complexes et les divorces les plus amers imaginables. Mais le niveau de malice calculée, d'intituler à couper le souffle et de faillite morale totale que j'ai constaté de votre table dans cette salle d'audience aujourd'hui est vraiment stupéfiant. Il a pointé un doigt épais directement sur Marc. Vous avez systématiquement comploté pour dévaster émotionnellement un enfant de 9 ans et exploiter financièrement votre propre frère simplement pour améliorer votre expérience de vacances personnelles. Et puis vous êtes entré dans mon tribunal et avez tenté effrontément de soumettre un document falsifié pour masquer vos traces et le voler à nouveau. Le juge Dubois n'a pas hésité. Une seconde de plus. Il a regardé ses papiers. Je tranche sans équivoque en faveur du plaignant pour l'intégralité de la demande financière. Les défendeurs sont solidairement et conjointement condamnés à rembourser Monsieur Prescott chaque centime du voyage annulé, plus tous les intérêts maximaux accumulés, autorisés par la loi. De plus, en raison des preuves manifestement fabriquées et de la conduite de mauvaise foi flagrante affichée aujourd'hui, j'ordonne aux défendeurs de payer 100% des frais de justice du plaignant et tous les frais de justice associés. Le juge a fait une pause, les fixant par-dessus ses lunettes. Si vous ne satisfaites pas entièrement ce jugement financier dans les 30 jours, j'autoriserai immédiatement la saisie agressive de vos salaires et le placement de sûreté sur vos biens personnels. Nous sommes ajournés. Le marteau a frappé le bloc de bois une dernière fois. C'était le son le plus fort et le plus beau que j'ai jamais entendu. C'était le son de mes chaînes qui se brisaient enfin. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît en aimant la vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les conséquences immédiates d'un anéantissement légal et moral complet ne sont pas comme dans les films. Il n'y a pas de musique d'orchestre triomphante en arrière-plan. Il n'y a pas de foule en liesse. Il n'y a que la réalité administrative froide et dure de la paperasse. Et les efforts désespérés et pathétiques de personnes qui, pour la première fois,
de leur vie privilégiée, doivent payer le prix réel de leurs terribles actions. Julien et moi avons rangé lentement nos mallettes à la table du plaignant. Nous ne nous sommes pas précipités. Je voulais prendre mon temps. Je voulais qu'ils ressentent le poids agonisant du silence et ce qui venait de se passer dans leur vie. Ma famille était blottie près de la table de la défense, chuchotant furieusement. Marc semblait sur le point de faire une crise de panique totale, passant nerveusement ses mains dans ses cheveux. Ma mère serrait sa poitrine, cherchant dans la pièce vide un public ou un visage sympathique qui n'existait plus. Tandis que Julien et moi sortions par les portes battantes en bois et entrions dans le long couloir du palais de justice, mon père m'a intercepté. Il était resté complètement silencieux pendant tout ce temps, assis passivement pendant que sa femme commettait un parjure et que son fils aîné était exposé comme un monstre. Mais maintenant, il s'est placé juste devant moi, bloquant mon chemin, les yeux écarquillés et suppliants. « Armand, attends. S'il te plaît, attends juste une minute, a dit mon père, sa voix brisée par l'émotion. S'il te plaît, tu sais, Marc ne peut pas se permettre un jugement aussi énorme en ce moment. Et payer les honoraires de Julien, ça va complètement les ruiner. Il pourrait perdre la maison, Armand. Tu as prouvé ton point. Aujourd'hui, tu as gagné. Tout le monde sait que tu as gagné. Maintenant, sois la personne la plus grande. S'il te plaît, retire la saisie. Ne ruine pas ton frère. J'ai arrêté de marcher. J'ai regardé attentivement l'homme qui était censé me protéger, qui était censé m'apprendre ce que signifiait être un homme fort et honorable. Pendant toute ma vie, sa seule et unique stratégie parentale avait été de me supplier d'endurer la douleur pour qu'il n'ait pas à gérer le chaos sans fin de Marc. Il voulait que je me sacrifie pour qu'il puisse passer une soirée tranquille à regarder la télévision. Non, papa, ai-je dit, ma voix complètement vide de toute affection ou colère. Ce n'était qu'une affirmation factuelle. Être la personne la plus grande est une énorme arnaque, inventée par des personnes toxiques pour échapper complètement à la responsabilité de leurs actions. Marc a activement tenté de me voler. Maman a tenté de commettre un crime en commettant un parjure pour l'aider à le faire. Tu es resté là en silence et les a regardés faire, tout comme tu les as regardés traiter Léon comme une ordure absolue toute sa vie. Je ne retire pas un seul sou de cette saisie. Si Marc perd sa belle maison, il peut faire ses valises avec ça. Famille et emménager chez toi. Si jamais tu me contactes à nouveau pour me demander un service, Julien déposera immédiatement une ordonnance d'éloignement contre toi. Je l'ai contourné, j'ai franchi les lourdes portes métalliques de sortie et je suis sorti sous le soleil éclatant de l'après-midi. J'ai pris une profonde inspiration de l'air froid de la ville. Pour la première fois en 35 ans, mes poumons se sentaient complètement clairs. L'effondrement financier de la vie soigneusement orchestrée de Marc s'est produit rapidement et brutalement. Au cours des 30 jours suivants, car le juge Dubois avait inclus un délai strict de 30 jours avec la menace explicite de saisie sur salaire et de sûreté sur les biens. Il ne pouvait pas ignorer l'ordonnance du tribunal. Il ne pouvait pas traîner des pieds ou trouver des excuses. Julien était absolument implacable. Il ne leur a pas laissé un pouce. Il a envoyé des lettres de mise en demeure formelle et terrifiante à l'employeur de Marc et à la société hypothécaire détenant la maison de Chloé, les informant légalement des saisies et des retenues sur salaire imminentes si le jugement n'était pas entièrement satisfait avant la date limite. La panique à l'intérieur de leur maison a dû être absolue et accablante. J'ai appris plus tard par le biais des rumeurs familiales que la grosse commission de Marc dont il se vantait continuellement auprès de tout le monde était une fabrication totale. Il était en fait noyé sous d'énormes dettes de cartes de crédit pour financer son style de vie. Pour payer l'énorme ordonnance du tribunal et les honoraires exorbitants de Julien, Marc a
dû vendre sa précieuse voiture de sport à une énorme perte à un concessionnaire de voitures d'occasion. Chloé a été forcée de liquider sa précieuse collection de sacs à main de créateurs en ligne. Lorsque cela n'a pas suffi, ils ont dû puiser dans le fonds d'études collégiales de Théo et Mia pour couvrir le solde final afin d'éviter que leur maison ne soit saisie par le tribunal. L'argent a commencé à arriver sur mon compte bancaire via des virements. D'abord la part de ma mère, puis celle de Marc. Chaque notification qui apparaissait sur mon téléphone était une petite victoire vengeresse. La partie la plus satisfaisante de toute cette épreuve, cependant, fut le silence assourdissant absolu sur les réseaux sociaux. Chloé, qui avait précédemment militarisé son compte Instagram pour me dépeindre comme un vilain instable auprès de ses centaines d'abonnés, a complètement disparu d'Internet. Elle a désactivé tous ses comptes du jour au lendemain. Elle ne pouvait pas affronter ses amis du club de golf sans sa voiture de luxe. Et elle ne pouvait certainement pas expliquer à la presse pourquoi un juge civil avait publiquement humilié son mari et leur avait ordonné de payer des dizaines de milliers de dollars à son propre frère. L'illusion de leur famille riche et parfaite était brisée à jamais. Ma mère a tenté une dernière tactique désespérée pour reprendre le contrôle du récit. Environ une semaine après que le dernier paiement ait été effectué, elle a envoyé une longue lettre manuscrite chez moi. L'enveloppe était fortement imprégnée de son parfum floral bon marché. C'était un dense essai de 4 pages sur le fait que l'amour d'une mère est inconditionnel, que la famille est éternelle malgré les erreurs, et qu'elle me pardonnait magnanimement d'avoir laissé les avocats déchirer notre belle famille. Même après tout cela, elle essayait toujours de contrôler agressivement le récit. Elle voulait toujours désespérément avoir le dernier mot et se présenter comme la martyre indulgente. Je n'ai pas lu au-delà du premier paragraphe manipulateur. Je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé la cuisinière à gaz et j'ai tenu la lettre parfumée directement au-dessus de la flamme bleue. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller sur lui-même et se transformer en fine cendre dans l'évier en acier inoxydable. J'ai ouvert le robinet et j'ai rincé les cendres dans le drain. C'était exactement la quantité d'énergie émotionnelle qu'il me restait. Pour Eleanor Prescott. Zéro absolu. La dette financière était entièrement remboursée. Les liens émotionnels toxiques étaient complètement et définitivement rompus. J'étais enfin libre et prêt à concentrer toute ma vie sur la seule personne au monde qui méritait réellement mon temps et mon énergie. Exactement 3 mois après la conclusion de l'affaire judiciaire, après que la poussière soit retombée et que l'argent soit en sécurité sur mon compte, j'ai fait 2 valises, pris nos passeports et mis mon fils dans la voiture. Nous sommes rendus à l'aéroport international, avons enregistré nos bagages avec le sourire et avons embarqué pour un long vol vers les Maldives. Ce n'était pas le voyage de groupe massif, stressant et chaotique initialement prévu. C'était juste Léon et moi. J'avais utilisé les fonds pour réserver une villa magnifique, incroyablement isolée sur une petite île tranquille, loin des pièges touristiques commercialisés. Au moment où nous sommes descendus de l'hydravion, sur les quais en bois, j'ai vu le visage de Léon changer complètement. L'anxiété persistante qu'il portait sur ses épaules, la tristesse calme et lourde qui l'avait assombri depuis le divorce difficile a semblé fondre instantanément sous la chaleur tropicale. Pendant 10 jours glorieux, nous n'avons pas pensé aux tribunaux, aux avocats ou aux grands-parents toxiques. Nous avons passé nos matinées à faire de la plongée avec tuba dans des récifs vibrants qui ressemblaient à des villes néons sous-marines. Nous avons mangé des fruits de mer frais sur la terrasse privée de notre villa au coucher du soleil. Nous avons fait la grasse matinée, nous avons ri jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal, et nous avons construit un lien profond que personne au monde ne pourrait plus jamais infiltrer ou briser. Un après-midi paresseux, alors que nous étions assis au bord de la piscine à débordement, Léon a battu des jambes dans l'eau cristalline et m'a regardé. « Papa » a dit Léon, le soleil éclatant se
reflétant sur ses lunettes de natation. Je suis vraiment, vraiment content. Que tonton Marc et grand-mère ne soient pas venus avec nous. C'est tellement mieux quand personne ne crie constamment ou ne se moque de moi. Entendre mon fils de 9 ans dire cela a validé chaque décision brutale et difficile que j'avais prise au cours des 4 derniers mois. Cela a confirmé que le protéger valait n'importe quel prix. Ce n'est qu'1 an plus tard que j'ai appris la vérité la plus sombre et la plus troublante sur ce qui s'était réellement passé dans mon dos avant le voyage. C'était la dernière pièce du puzzle qui a définitivement guéri tout doute microscopique persistant que j'aurais pu encore avoir quant à couper les ponts avec ma famille. J'ai reçu un appel téléphonique inattendu un soir de tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère. Béatrice n'avait jamais été proche de notre famille immédiate, principalement parce qu'elle méprisait ouvertement le comportement manipulateur et dominateur de ma mère. Elle avait entendu des rumeurs sur le procès par le biais des rumeurs familiales. Et a appelé parce qu'elle voulait sincèrement prendre de mes nouvelles. Pendant l'appel, sa voix est tombée à un murmure lourd. « Armand, tu dois savoir. Pourquoi ils ont vraiment viré Léon de ce voyage? J'étais chez ta mère là. Semaine avant que tout cela n'arrive. Je l'ai vu moi-même et je me suis senti coupable de garder le silence. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Vu quoi? Tante Béatrice? Dis-moi. Théo et Mia, a-t-elle dit, sa voix lourde de dégoût. Ils terrorisaient complètement ton doux garçon dans le jardin. Ils l'ont poussé violemment dans la boue près du jardin. Théo s'est penché et a dit à Léon que la raison pour laquelle sa mère l'avait quitté lors du divorce était qu'il était un pleurnichard faible et que personne ne voulait de lui. Léon s'est mis à pleurer et a repoussé Théo pour se défendre. Théo a trébuché, s'est éraflé le bras sur un rosier et a couru à l'intérieur, hurlant à ses parents que Léon l'avait violemment attaqué. Mon sang s'est complètement glacé dans mes veines. La cruauté était stupéfiante. Ta mère et Marc ont vu toute la scène depuis la fenêtre de la cuisine. Armand, a continué Béatrice, sa voix se brisant légèrement. Ils ont vu Théo l'intimider sans pitié. Ils ont vu Théo mentir à propos de l'éraflure. Mais au lieu de punir Théo ou de réconforter ton fils, Marc est devenu furieux que Léon ait osé poser la main sur son précieux garçon. Ta mère a été d'accord. Elle a dit que Léon était trop instable émotionnellement. Et trop endommagé par la bataille pour la garde pour voyager à l'étranger. Ils ont décidé, là et à ce moment-là, de le couper du voyage aux Maldives comme une punition secrète. Ils ont activement protégé les brutes et jeté ton fils comme une ordure juste pour protéger l'ego fragile de Marc. Je l'ai remercié de me l'avoir dit, j'ai raccroché le téléphone et je suis resté seul dans mon bureau à domicile pendant très longtemps dans un silence total et suffocant. La révélation horrible ne m'a pas donné envie de crier ou de casser des choses. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus profond et permanent. Elle a complètement éradiqué le moindre résidu de culpabilité que je portais au fond de mon esprit quant à la destruction de ma famille. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais réussi à évacuer mon fils vulnérable d'un bâtiment en flammes, rempli de monstres absolus. Il savait que mon enfant était maltraité émotionnellement par ses cousins. Il connaissait le traumatisme profond de la bataille pour la garde qu'il avait à peine survécu. Et ils ont activement choisi de verser du sel sur ses blessures les plus profondes pour protéger les enfants de l'enfant chéri. C'est la vérité crue et non vernie sur les familles toxiques. Elles exigeront votre loyauté sans fin, votre argent durement gagné, votre silence souffrant. Mais elles ne vous offriront jamais de protection lorsque vous en avez besoin. Elles sacrifieront volontiers votre santé mentale et la sécurité de vos enfants innocents sur l'autel de leur propre commodité et de leur fierté. Aujourd'hui, ma vie est entièrement différente. Ma carrière immobilière prospère au-delà de mes espérances les plus folles. Julien vient
pour des barbecues le week-end et a appris à Léon à jouer aux échecs comme un grand maître. Léon est maintenant dans une équipe de natation de compétition. Il est confiant, bruyant et incroyablement heureux. Il sait qu'il est en sécurité. Je n'ai plus jamais parlé à Marc, Chloé ou mes parents. Ils sont bloqués en permanence sur tous les appareils, légalement interdits sur ma propriété et complètement effacés de notre réalité. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, surtout si vous êtes un parent qui écoute ceci en ce moment, c'est que la paix qui exige que vous sacrifiez votre respect de soi n'est pas la paix. Une harmonie familiale qui exige absolument que vous tolériez les mauvais traitements infligés à votre enfant est une prise d'otage, pas un foyer. Ne laissez personne, qu'il partage votre ADN ou non, vous convaincre que fixer une limite ferme est un acte de cruauté. S'éloigner des lignées toxiques. Ce n'est pas perdre sa famille. C'est nettoyer le terrain empoisonné pour que vous puissiez enfin construire la bonne. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et douloureuse pour vous protéger ou protéger vos enfants des personnes qui sont censées vous aimer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Lire vos expériences me rappelle qu'aucun de nous n'est seul dans ce combat pour notre paix. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Restez fort. Protégez votre paix à tout prix.